Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Mon invité du jour est Jean-Marie Kieffer, président de la communauté d'Emmaüs à Peltre. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir dans vos locaux ici à Peltre. Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter et un peu nous dire qui tu es ? Eh ben, je suis donc Jean-Marie Kieffer, j'ai 76 ans. Je suis en retraite depuis 20 ans déjà, puisque j'étais directeur d'école et que j'ai eu la chance de bénéficier de la retraite à 55 ans. Voilà, donc plus de 20 ans de retraite. Et depuis ces 20 ans, je profite bien de ma retraite. Enfin, disons que j'ai mis à profit ces 20 années pour vivre des choses humainement très très riches, dont on va certainement parler. Alors lesquels, en l'occurrence, on est ici à la communauté Emmaüs, mais je sais que tu n'as pas fait que ça et que tu ne fais pas que ça, parce que Emmaüs, c'est 6 ans de ta vie, et alors quel parcours alors ? Et qu'est-ce qui nous amène finalement à devenir président d'Emmaüs ? Oui, alors là c'est un parcours, en fait il faut remonter à ma plus tendre enfance. J'ai eu une vie qui a été faite entièrement de situations de responsabilité. Dès l'âge de 8 ans, mes parents ont eu la très bonne idée de me faire entrer dans le mouvement de scoutisme. Je suis devenu petit louveteau, mais très rapidement je me suis retrouvé cisonnier, on disait ça à l'époque, oui, c'était responsable d'une sisaine, voilà. Et puis à 14 ans, je suis devenu scout et puis j'étais chef de patrouille, donc en situation de responsabilité. Puis à 18 ans, j'étais devenu chef de la troupe scout, donc toujours en situation de responsabilité. Et puis là, je suis rentré à l'école normale puisque j'avais l'intention de devenir instituteur. C'était un peu, je dois dire, une petite vocation, le souhait de devenir instituteur. Donc ce que j'ai fait en rentrant à l'école normale. Et donc, en tant qu'instituteur de village, je me suis retrouvé en situation de responsabilité de nouveau, puisque j'étais dans une classe unique, c'est-à-dire un village dans lequel il y a une seule école, avec une seule classe dans laquelle il y a les élèves de tous les âges. Et puis, j'étais secrétaire de mairie, comme c'était le cas dans beaucoup de villages, et je me suis énormément impliqué dans ce village, et donc toujours en situation de responsabilité. Après, j'ai pris des responsabilités associatives dans plusieurs mouvements d'église, la question catholique des milieux indépendants, où j'étais responsable d'un secteur, du secteur de la vallée de l'Orne. Après, j'étais dans les chrétiens du monde rural, voilà. Puis ensuite, je suis rentré dans une association à caractère plus ludique, qui est une association de chant, de danse, le Tourdion de Metz, dont je suis devenu le président, donc toujours déjà en situation, président, ouais. Voilà. Et puis je m'étais dit, là on est dans les années 88, donc j'étais encore en période d'activité, je m'étais toujours dit que je consacrerais ma retraite à une activité associative, mais à caractère humanitaire ou caritatif. Ça c'était un vrai choix, une volonté qui était préméditée de longue date. Alors la retraite est arrivée en 2001, et donc conformément à mon souhait, j'ai abandonné la présidence du Tourdion, pour me lancer dans une association différente. Et cette association, c'était au départ l'association des paralysés de France. D'accord. En lien avec le handicap ? Ouais, en lien avec le handicap, évidemment. Et comment j'y suis entré ? Tout simplement parce que j'ai un neveu qui est en situation de handicap, et un jour, j'ai vu sur la table de la cuisine, en allant lui rendre visite, un mot qui disait « sortie annulée, faute de chauffeur ». Alors j'ai demandé des précisions. Et on m'a dit, oui, voilà, Denis, qui est mon neveu, fait partie de l'espace loisir de l'APF, et ils font des sorties régulièrement, et le chauffeur, c'est un bénévole, quand il n'est pas là, il n'y a pas de sortie. Alors ça a fait tilt, je me suis dit, tiens, voilà peut-être une piste. Donc je me suis proposé comme chauffeur bénévole à l'APF. Évidemment, j'ai été tout de suite accepté avec beaucoup de joie,
Et pendant un bon moment, j'ai transporté des personnes en situation de handicap. Je les ai emmenés sur différents lieux de visite, etc. Ce qui m'a permis de découvrir le monde du handicap. Et là d'avoir des contacts humains très différents, de changer totalement mon regard sur le handicap. Et du coup, je me suis dit, là, il faut que j'aille plus loin. Et donc, au bout d'1 an de présence dans cette association, on m'a parlé d'appareils qui se trouvaient dans les sous-sols de l'APF, de la délégation départementale, des appareils qui s'appellent des joëlettes, c'est-à-dire des fauteuils monoroues avec un brancard, enfin un peu une genre de chaise à porteur qui serait posée sur une roue. Ça s'appelle joëlette du nom de son inventeur qui s'appelait Joël Claudel. Voilà. Alors on est allé voir ces joëlettes et puis on a vu qu'elles étaient en très mauvais état. Et on les a donc remises en état. Voilà. Avec 6, on en a fait 4. Hein, et puis on a proposé aux personnes en situation de handicap d'aller faire des randonnées. Donc grâce à ces engins-là, un tireur devant, un pousseur derrière. D'accord. Et on peut aller sur les chemins de randonnée faire des choses absolument impraticables avec un fauteuil roulant. Oui. Et donc on a créé un groupe. J'ai fait appel à mes amis personnels. Mes amis ont fait appel à leurs amis, et ainsi de suite, et on a pu très vite créer un petit groupe d'une vingtaine de personnes et lancer cette activité qu'on a appelée l'activité Joëlette, tout simplement, qui consistait à emmener des gens en randonnée tous les mois, et puis à surtout partager avec ces personnes des bons moments, des repas, des discussions, des visites aussi culturelles en même temps, voilà. Et cette activité a pris de l'ampleur, et elle existe toujours, puisqu'on va fêter l'an prochain ses 20 ans d'existence. Ça veut dire que tu es toujours aussi à l'APF, donc, et tu continues toujours, alors plus comme chauffeur, j'imagine. Ah ben non, voilà, je continue comme responsable du groupe des Joëlettes de l'APF. Ça y est, voilà. De nouveau une responsabilité. Et ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, comme je te le disais, toute ma vie ça a été ça, je me suis toujours trouvé en situation de responsable. Je crois que ça correspond un peu à ma personnalité. J'aime beaucoup le contact humain. Bon, ce qu'on me dit souvent, c'est que j'ai certaines compétences pour animer un groupe d'adultes, voire et d'enfants aussi, dans mon métier d'enseignant. Voilà. Et puis j'aime faire ça. Et voilà. Et donc, ce groupe de Joëlette est devenu maintenant un groupe important avec 80 bénévoles. On accompagne 25 personnes en situation de handicap à peu près. Et puis on intervient aussi, en dehors de ces sorties-là, on intervient dans différents endroits pour faire de la sensibilisation au handicap, notamment dans des écoles par exemple, que ce soit dans les écoles primaires, comme dans les lycées, même en université, de la sensibilisation au handicap. Donc voilà, c'est une activité qui est vraiment très très riche parce qu'elle a changé mon regard sur le handicap. Elle m'a permis d'avoir des contacts humains incroyables, de vivre des aventures humaines, des drames aussi, hein, parce qu'on a malheureusement en 20 ans, vous imaginez bien qu'on a perdu des gens, voilà. Et donc chaque fois c'est un deuil, oui, bien sûr. Bien sûr, et voilà, tout ça permet de voir le monde un peu autrement. Franchement, ça permet de voir le monde autrement, de voir que les choses importantes, elles sont pas toujours celles qu'on croit. Voilà, alors donc ça c'est l'aventure des Joëlettes qui continue et que je continue à animer, mais heureusement accompagné de beaucoup d'autres personnes qui se sont fortement impliquées, si bien que je me limite presque à la gestion du groupe, l'organisationnel si vous voulez, mais à côté de ça, il y a d'autres personnes qui prennent le relais, et voilà, c'est magnifique. Et puis, il y a maintenant 8 ans, 2013, c'était en 2013, ça fait 8 ans. Mon épouse, Danielle, qui était déjà bénévole à la communauté Emmaüs de Peltre. Et ça fait au moins 15 ans qu'elle est bénévole ici. Et donc en 2013, elle me dit... Jean-Marie, on organise un salon régional pour lequel on aurait besoin de quelqu'un qui organise le truc. Parce que la responsable du moment, elle venait de quitter son emploi. Bref, il n'y avait plus personne pour organiser ce salon régional. Salon régional, ça veut dire rassembler tous les groupes Emmaüs de la région Grand Est dans un même lieu pour une vente gigantesque de solidarité. Donc ça suppose une grosse organisation, etc. Donc mon épouse, connaissant
mes petites qualités dans ce domaine. Elle dit, tu pourrais pas venir juste pour organiser le salon, hein? Ça, c'est comme le dépliant tout à l'heure pour l'APF, quoi. C'est le juste pour organiser le salon. Je vois venir l'histoire de loin. Tu vois venir l'histoire, voilà. Alors effectivement, alors j'ai dit, ok, je viens, mais juste je fais le salon et puis c'est tout. Donc j'organise le salon qui s'est déroulé au Galaxy à Amnéville, qui consistait donc, comme je disais, à réunir les groupes de tout le Grand Est, ainsi que des groupes étrangers, donc des groupes d'Italie, des groupes de Belgique, d'Allemagne, etc. Donc au niveau humain, c'est une super expérience. Et alors là, je me suis balancé dans cette affaire-là, et puis j'ai découvert le mouvement Emmaüs. Ma femme m'en parlait souvent, puisqu'elle, comme je le disais, elle était déjà bénévole. Mais j'avais jamais pris la mesure de ce mouvement. Et un salon comme celui-là, qui voit venir des gens d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, de Paris, de toute la région Grand Est, qui arrivent tous avec des camions remplis de marchandises de seconde main, qui installent des stands, qui vendent leurs trucs, qui ont des contacts avec le public, qui font des actions de solidarité, qui décrivent leurs actions de solidarité. Quand j'ai vu tout ça, mais je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Mais c'est incroyable, c'est magnifique, c'est gigantesque. Donc évidemment, tout de suite, je me suis documenté, j'ai cherché à en savoir plus. Et tu connaissais sans doute déjà le mouvement par l'abbé Pierre, comme tout le monde, comme tout le monde. Mais j'avais pas de données chiffrées, je mesurais pas l'ampleur, la puissance d'un tel mouvement, la puissance de solidarité, j'entends, d'un tel mouvement. Alors j'ai recherché, puis je me suis rendu compte que c'était un mouvement mondial, avec des antennes partout. J'ai lu l'histoire de l'abbé, enfin j'ai vu tout ce qu'il a fait et tout. Je me suis dit, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, j'ai décidé de rester dans l'association. Donc, Emmaüs Pelt, tout naturellement, je suis resté dans l'association. Et l'année suivante, j'ai rentré dans le conseil d'administration. L'année suivante, j'étais vice-président. Et donc, tu sentais bien que ça allait arriver quand même. Voilà. Et puis l'année suivante, je suis devenu président. Et maintenant, c'est la 6e année. Voilà. Et je regrette pas du tout ce choix parce que c'est vraiment une aventure exceptionnelle. Alors, tu peux nous en dire un mot, parce qu'en avant-propos, je te disais, mais c'est impressionnant quand on arrive sur le site de voir d'abord comme c'est grand. On ne l'imagine pas que ce soit aussi grand. Mais tu m'as dit, mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. Alors, des bénévoles, des emplois d'insertion, des salariés. Donc, effectivement, il y a plus de 100 personnes, m'as-tu dit, qui travaillaient ici. Absolument, oui, il y a plus de 100 personnes qui travaillent ici. Et puis, on en a également sur Thionville, on a une antenne à Thionville. Donc c'est impressionnant au niveau du nombre de personnes. Mais ce qui est le plus impressionnant, je trouve, c'est ce qu'on arrive à faire avec comme base des dons de très nombreux donateurs qui nous donnent des choses dont ils n'ont plus le besoin et qui, en temps normal, finiraient peut-être en déchetterie. Donc ils préfèrent nous les donner en se disant ça peut resservir. Et ils ne se trompent pas, puisque ce sont ces objets-là qu'on remet en état et qu'on va remettre en vente. Ça, c'est l'aspect matériel. Mais ce qui est surtout le plus remarquable, c'est que grâce à l'argent qui est généré par ces ventes, on peut avoir une activité sociale particulièrement importante. À savoir que grâce à ça, on va faire vivre des compagnons. Les compagnons, ce sont des compagnes aussi, puisqu'il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Les compagnes et les compagnons sont des personnes qui, à un moment de leur vie, sont en grande difficulté. En général, ils n'ont plus de liens sociaux, ils n'ont plus de travail, ils n'ont généralement plus d'argent, plus de domicile. Voire plus de famille non plus. Plus de famille, voilà, c'est la situation vraiment dramatique. Et en désespoir de cause, la personne en question va venir frapper à notre porte. En général, la compagne ou le compagnon qui arrive chez nous, il arrive détruit socialement. Il est vraiment, je dirais, courbé, la tête basse, en difficulté, en grande difficulté. Et le principe d'Emmaüs, c'est l'accueil inconditionnel. Ça veut dire, on va pas lui demander d'où tu viens, quelle est ta religion, quelles sont tes convictions politiques, etc. On va lui dire, bonjour, bienvenue. Si on a de la place, on va l'accueillir. Si on n'a pas de place, on va faire en sorte de lui trouver un accueil possible ailleurs. Mais en tout cas, on va jamais laisser tomber quelqu'un. Quelqu'un qui vient, il va au moins pouvoir prendre une douche, prendre un bon repas, se rhabiller,
Au besoin, si on lui trouve une place ailleurs, on va lui payer son billet de train pour qu'il puisse aller rejoindre l'autre centre d'hébergement. Un autre centre de compagnons. Oui. Ouais, exactement. Voilà. Donc, on accueille ces compagnes et ces compagnons. Ensuite, on leur permet de se remettre debout par le travail. Et le travail, c'est justement la collecte des dons, aller chercher les dons chez les gens, remettre les dons en état, faire de la ramasse de carton, gérer de la ramasse de ferraille, faire tout le travail est basé sur la récupération, mais avec un effet sur la personne, en ce sens que ça, dès qu'on a un boulot, automatiquement, on a le sentiment de servir à quelque chose, on a obligatoirement besoin d'avoir des relations avec d'autres personnes. Bien sûr. On est dans un corps social à nouveau, donc des relations sociales qui s'établissent. Bien sûr. Petit à petit, et même très vite, on se remet debout. Et ça, c'est magnifique. Avec comme point de départ des objets dont on ne voulait plus et qu'on a donné à Emmaüs. Ouais. Vous voyez, ça, c'est quand même remarquable. Et ça, c'est ce qui m'a séduit dans cette politique du mouvement, c'est remettre les gens debout par le travail, avec comme base la récupération. Ouais. Donc, ça, c'est le premier volet social. Le second volet social, c'est que nous avons créé dans la communauté des chantiers d'insertion. Chantier d'insertion, ça veut dire qu'on emploie des personnes qui sont éloignées de l'emploi et qu'on prépare à retourner dans le monde du travail en les réhabituant à des horaires de travail, à respecter des consignes, en leur faisant faire des stages de formation, etc. Ces personnes-là sont embauchées en contrat à durée déterminée d'insertion. Dans le temps, on appelait ça les contrats aidés. Ouais. Ce sont des contrats qui sont financés en partie par l'État, en partie par le département, en partie par le Fonds social européen. Voilà. Et nous assurons l'encadrement de ces chantiers. Donc, on finance des salariés permanents pour encadrer ces chantiers. On finance un accompagnateur socio-professionnel pour aider les personnes, etc. Travailleur social. Voilà. De même que pour aider nos compagnons, on finance un emploi d'assistante sociale, par exemple. Alors, l'alliage entre les deux, entre les salariés qui viennent ici en contrat d'insertion et les compagnons, vous arrivez à le faire naturellement ? Oui, on le fait naturellement parce que en fait, il y a une interconnexion entre les deux, les chantiers d'insertion et les compagnons, puisque par exemple, on a un chantier d'insertion textile qui consiste, comme son nom l'indique, à trier du textile. On reçoit ici à la communauté 200 à 250 tonnes de textile par an. Ah ouais. Qu'on trie, donc ça suppose une grosse activité de tri, et ça c'est réalisé par des salariés en contrat d'insertion, et le résultat de leur tri est mis en magasin, vendu en magasin, et les compagnons, les compagnons participent à cette vente. D'accord. Hein, voilà. Pareil dans d'autres domaines, il y a toujours une interconnexion entre le travail des compagnons et le travail des salariés en insertion. La différence, c'est que les compagnons sont à la communauté pendant la durée qu'ils veulent, ils viennent quand ils veulent, ils repartent quand ils veulent, ils sont logés. C'est une règle, ça, qui est immuable depuis l'abbé, ça, déjà ? Depuis l'abbé Pierre, c'est toujours comme ça. Totale liberté. Un compagnon, il reste ici un jour, un mois, un an, 10 ans, ou bien toute sa vie. C'est son choix. Alors que le salarié en insertion, il est soumis au code du travail, il vient à telle heure, il repart à telle heure, il a ses journées de congé, il a son salaire, etc. C'est pas du tout le même type de fonctionnement. Mais tout le monde concourt finalement à produire un résultat financier qui est le moyen d'accomplir un projet social. Ouais, ça, c'est très important. Et ça, c'est ce que le grand public ignore très souvent. Le grand public connaît nos magasins. Et pour beaucoup, malheureusement, Emmaüs, c'est un magasin où on vend des trucs pas chers. Point barre. Il y avait beaucoup de monde ce matin quand je suis arrivé. Hein. Il y a toujours beaucoup de monde dans notre magasin. Et dans tous les magasins Emmaüs, il y a toujours beaucoup de monde. Les magasins Emmaüs répondent à un besoin. Ça permet à des personnes En plus, vous avez des produits, de beaux produits. Oui. J'avais vu, tu m'arrêteras si je dis une bêtise, parce que quand je prépare mes émissions, quelquefois je confonds un peu les choses. Mais j'ai vu aussi que vous faisiez des journées particulières. Vous aviez des espèces, je sais pas comment vous appelez ça, ces journées trésors. Enfin, il y a beaucoup. Vous avez des pièces rares que vous sortez de temps à autre. Des journées. Alors, avant la pandémie, ouais. on avait des grandes ventes régulières. On appelait ça grande vente. Grande vente. Alors malheureusement, on a dû les suspendre pour éviter d'attirer trop de monde en même temps, parce que c'était toujours la foule dans ces grandes ventes. Alors maintenant, on fait plutôt des ventes à thème.
C'est ça. Alors, on va faire une vente à thème sur le thème de l'argenterie, ou bien sur le thème des horloges, ou sur le thème de, je ne sais, enfin bref, des ventes particulières comme ça. Et alors, ça attire beaucoup de monde. Le problème, comme je le disais à l'instant, c'est que pour le grand public, Emmaüs, c'est surtout le magasin où on peut faire de bonnes affaires, on va trouver des trucs pas chers, etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est quand même tout ce qu'il y a derrière, tout le volet social dont je parlais tout à l'heure. C'est ça l'essentiel. Et malheureusement, des mauvaises langues diront « mais qu'est-ce qu'ils se font comme pognon ? Pourtant, tout ce qu'ils vendent là, on leur a donné. » Mais seulement, ces personnes-là ignorent que derrière tout ça, on fait vivre des compagnons qu'on loge, qu'on chauffe, qu'on nourrit. C'est d'ailleurs la vocation première. Oui, c'est la vocation première. Ce qui suppose aussi pour les faire travailler d'avoir un parc de matériel très important, un parc automobile très important, des locaux, des entrepôts de stockage, enfin, etc. Donc ça représente des frais énormes, voilà, qui sont... Tout ça, c'est possible grâce aux ventes que nous faisons. Et donc, voilà. Donc les ventes ne sont que la face visible du projet social qui, lui, est fondamental et qui est magnifique. Alors, ce projet social qui, comme je le rappelais, consiste à faire vivre des compagnons, à remettre des compagnons et des compagnes debout, ensuite à permettre à des salariés en contrat d'insertion de retrouver le chemin de l'emploi, et puis qui génère aussi des emplois permanents, parce que pour encadrer toute cette machine, il faut des salariés permanents. Il y en a 11 en l'occurrence chez nous ici. Et puis après, tout un tas de bénévoles qui viennent apporter leur renfort. Et ça aussi, c'est l'aspect magnifique d'Emmaüs, et c'est ce qui m'a séduit, c'est qu'Emmaüs ne fonctionne que sur la base de ce qu'on appelle le trépied. Trépied, ça veut dire les compagnes et compagnons, ça c'est un des pieds. Le second pied, ce sont les bénévoles. Et le troisième pied, les salariés. Et donc, tout le monde sait qu'un trépied, c'est à 3 pieds, et que si on en enlève un... Oui, ça se casse la figure. Ça se casse la figure, voilà. Ce qui montre bien le caractère indissociable des 3 pieds du trépied. Et donc, la nécessaire collaboration entre des gens qui sont a priori des gens d'origine très différente et de problématiques très différentes. Ça va du compagnon qui est complètement détruit lorsqu'il arrive chez nous, jusqu'au bénévole qui est aussi bien quelqu'un de la haute bourgeoisie et qui a décidé de consacrer son temps à du bénévolat. Des heures de son temps, oui. Absolument. Eh bien, tous ces gens-là arrivent à collaborer, à travailler ensemble dans un but unique qui est celui de remettre des gens debout et de permettre à des gens de retrouver le chemin de l'emploi. Je dis ça, c'est quand même un projet superbe. Superbe. Voilà. Alors, moi, c'est un projet qui m'a toujours emballé depuis que j'ai découvert le mouvement, comme je vous le disais, en 2013, lorsque ma femme a fait appel à moi. Voilà. Et ton épouse travaille toujours, est toujours bénévole ici? Elle est toujours bénévole ici, absolument. C'est pas défilé, en fait. Elle n'a pas laissé la place en disant vas-y. Non. Elle est toujours bénévole ici et elle aussi, elle est séduite par ce mouvement. Alors, mon épouse, elle est également bénévole dans une autre association qui est l'association Caritas. Oui. Caritas, où c'est un petit peu le même type d'action, où on aide aussi des gens en grande difficulté. Et donc, du coup, comme elle est chez Caritas, on a établi un partenariat entre Caritas et Emmaüs. On se passe de la marchandise pour aider. Bien sûr, donner un coup de main. Voilà, donner un coup de main, on collabore. C'est toujours dans l'intérêt des plus défavorisés, en fait. Absolument, toujours dans l'intérêt des plus défavorisés. Voilà, et puis... alors, je pourrais en parler pendant des heures. Oui, je vois ça. T'en parles avec passion. Il y a combien de compagnons sont aidés aux compagnes et compagnons en France aujourd'hui? Alors, en France, il y a à peu près 5000 compagnons. Ah oui, c'est beau. 120 communautés comme la nôtre. Alors, des plus grosses, des plus petites. En tout, 120 communautés. Mais il n'y a pas que des communautés en France. Il y a également ce qu'on appelle des comités d'amis, c'est-à-dire des groupes de bénévoles qui font également de la collecte d'objets de seconde main, qui revendent cette marchandise, comme nous, dans un magasin, mais qui utilisent les fonds pour aider, pour faire de l'action sociale également, mais pas pour des compagnons, puisqu'ils n'ont pas de compagnons. Il y a des comités d'amis, il y a également des SOS familles, ça c'est des associations d'Emmaüs également, qui ont pour vocation d'aider des familles en leur prêtant en faisant des micro-prêts sans intérêt, puis en les suivant, les conseillant, etc. Donc c'est ce
C'est l'interruption, c'est ça. Les présidents, ils sont très demandés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que pendant l'enregistrement, naturellement, on sait qu'on est dans un lieu de travail et de vie. Donc, chers auditeurs, vous l'avez vu, on a des gens qui passent la tête, qui viennent nous voir. Le téléphone du président sonne beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est très demandé et c'est normal. Mais revenons à la question. Oui, donc vous aidez les familles aussi bien, voilà. Et j'ai entendu les microcrédits, les gens pour se remettre dans le bain, hein, c'est ça. D'accord. Ça, c'est la première question que je voulais te poser. Donc, deux questions me viennent. La première, c'est, je vais commencer par le cœur tu dis les compagnons, ils arrivent ici. Est-ce qu'ils sont réorientés par les services sociaux ou les assistantes sociales? Comment ça se passe? Ou finalement, ils arrivent un jour ici à la porte, ils disent... Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que j'ai besoin d'un toit sur la tête? Est-ce qu'il y a tout un cycle où finalement une coordination sociale avec ou les foyers d'accueil d'urgence ou d'autres, ça existe ça? Oui, ça existe absolument. Mais il y a tous les cas de figure. Il y a des compagnons qui connaissent Emmaüs et qui savent que c'est leur roue de secours le jour où ça va plus. D'accord. Et donc ils viennent spontanément. Donc ils arrivent carrément à pied avec leur baluchon. Et puis voilà, c'est tout à fait ça. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué en arrivant, mais la route d'accès qui amène à la communauté s'appelle Chemin d'Emmaüs. Bien sûr, j'ai vu tout de suite en arrivant. C'est tout un symbole quand même. Bien sûr. Et c'est pas un hasard, hein, c'est pas vieux. Hein, c'est 2019, on a fait ce choix de baptiser notre route. Alors on a demandé à la ville de Peltre l'autorisation, etc. Ils ont évidemment tout de suite été d'accord et on a baptisé officiellement notre route Chemin d'Emmaüs. C'est notre adresse postale. C'est tout un symbole. Et ça montre bien le compagnon qui arrive. Chemin d'Emmaüs égale chemin d'espérance. Ça renvoie évidemment aux actes des apôtres. Voilà, exactement. Ça renvoie à ça. Bien que Emmaüs soit un mouvement non confessionnel, hein, même s'il a été créé par la tu l'as bien précisé. Il faut bien le savoir. Tu vois, tout le monde est accueilli. Voilà, tout le monde est absolument. D'ailleurs, ici, il faut voir, on pourrait en parler aussi, toutes les nationalités sont présentes, enfin bref. Donc, chemin d'Emmaüs, ça veut dire que le compagnon, il arrive et il va vers une communauté et c'est un chemin d'espérance. Voilà. Donc, il vient spontanément, c'est une première façon. Après, il peut aussi venir parce qu'un travailleur social aura dit, écoute, il y a une solution, hein, si tu es prêt à travailler, si tu es prêt à te bouger un peu, Emmaüs, c'est peut-être la solution pour toi. Mais il faut avoir envie de travailler. Mais j'ai compris. Moi, il m'arrive souvent... C'est le contrat, voilà. On va dire, voilà. Il m'arrive souvent, lorsque je vais payer mon parking au Place Coalin, par exemple, il y a souvent, à côté du truc... Je le vois bien. Voilà. Un jeune qui est là, qui dit, vous avez pas une petite pièce? Je lui réponds, écoute, j'ai pas une petite pièce, mais j'ai mieux que ça. J'ai du travail. J'ai du travail pour toi, si tu veux. Il y a la communauté Emmaüs. Mais alors, on discute 2 minutes, mais quand on parle travail, alors là, ça change la donne. Ouais. Parce que certains font le choix de vivre dans la rue et préfèrent ça. Ils préfèrent ça. On organise, par exemple, en hiver, des maraudes. Non, on va commencer le 25 octobre, là. Donc là, vous êtes en coordination avec le SAMU social? Avec le SAMU social, avec les Restos du Cœur, qui sont présents avec leur bus du lundi au vendredi, et nous, on assure les samedis, pendant tout l'hiver. Eh bien, on rencontre là des gens de la rue, hein, qui veulent pas aller aux accueils d'urgence, etc. Oui, j'ai déjà entendu ça. Pour te dire, dans mon histoire, je n'ai pas naturellement ton parcours impressionnant, mais moi j'étais pendant quelques années à la conférence Saint-Vincent-de-Paul et puis à l'Ordre de Malte. Voilà, je referme la parenthèse. J'étais bénévole pour ces deux. Et donc c'est pour ça que je parlais du SAMU social, parce qu'effectivement il y a les maraudes aussi qui s'opèrent. Voilà. Tout à fait. Et l'Ordre de Malte d'ailleurs assure quelque chose le dimanche. Oui, au pied de la cathédrale. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien que tous les jours sont couverts par les Restos du Cœur, Emmaüs et l'Ordre de Malte. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais comme je disais, on rencontre là des gens qui manifestement choisissent de vivre dans la rue et n'ont pas envie de rejoindre une communauté Emmaüs où ils savent qu'ils vont être soumis à des horaires de travail et qui vont devoir bosser, quoi. Donc certains ne font pas ce choix. Ah oui, voilà. D'accord. Ça, on peut l'entendre et c'est ok. Chacun est libre naturellement des choix qu'il a envie d'assumer. Comment devient-on bénévole pour une communauté? Je pense, alors, si tu as parlé de l'APF, mais que ça peut être l'APF, mais c'est comment est-ce qu'on vient des bénévoles aussi pour la communauté Emmaüs? C'est pareil, on prend le chemin d'Emmaüs, on vient frapper à la porte. Oui, absolument. Disons que c'est plus moderne.
interne, on envoie un mail, ou un coup de téléphone ou une lettre. Le principe chez nous, c'est d'envoyer une petite lettre de motivation. D'accord. Ça veut dire que le bénévole a une démarche active. Ouais, il faut qu'il fasse une démarche active et qu'il dise surtout pourquoi il choisit de venir chez Emmaüs. D'accord. On vient pas chez Emmaüs éventuellement le temps qu'il peut y consacrer, c'est ça en fait. Absolument. Il faut qu'il ait aussi du temps à consacrer et du temps régulier surtout. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache qu'on peut compter sur lui régulièrement, pas une fois quand il veut, mais il s'engage vraiment. Et puis surtout, on vient pas chez Emmaüs pour jouer à la marchande ou pour se dire je vais être aux premières loges pour faire de bonnes affaires. Surtout pas. Et si on repère ça, évidemment, la personne ne sera pas acceptée comme bénévole. Ouais. Il faut des gens qui viennent ici par conviction, par foi dans le mouvement, ça c'est très important, et qui sont prêts à donner du temps, de leurs compétences aussi, pour aider, ils sont là pour aider au projet social. Ils sont pas là pour se faire plaisir. Bien sûr qu'être bénévole, c'est aussi une façon de se faire plaisir. On va pas se le cacher. C'est une façon d'exister que d'être bénévole. On existe personnellement grâce à son bénévolat. Mais pas que. Il y a derrière quand même une idée de don de soi pour aider quelqu'un, aider des autres, et en l'occurrence ici, aider les compagnons, aider la communauté à réaliser son projet social. Ça, c'est fondamental. D'accord. Ça veut dire, est-ce je parle pour mes auditeurs qui demain disent tiens, j'aimerais bien donner quelques heures. Moi, j'ai des tas de personnes qui écoutent cette émission qui m'ont dit, avec qui j'ai déjà eu des échanges, qui disent moi j'aimerais bien faire un peu de trucs solidaires. Voilà. Et donc, comment ça fonctionne? Ils doivent écrire à Emmaüs France ou il y a Emmaüs.fr ou... Non, ils écrivent à Emmaüs Peltre, si ils veulent venir à Peltre. Ils écrivent dans la structure Emmaüs dans laquelle ils voudraient exercer un bénévolat. Donc on trouve facilement ça sur Internet, l'adresse. Emmaüs Peltre sur Internet, il n'y a pas de problème. Et puis ils expliquent, comme je disais, leur motivation. Puis ensuite, une personne qui est chargée des bénévoles, mon épouse en l'occurrence, va recevoir le candidat bénévole, lui expliquer. Ça c'est pour les gens de notre région, mais on est écouté dans toute la France, même au-delà, donc ça veut dire qu'il y a toujours quelque part, tu parlais de 120 centres, il y a toujours quelque part... Emmaüs est présent dans quasiment tous les départements français, à quelques rares exceptions. La Meuse, par exemple, n'a pas encore de groupe Emmaüs, mais pratiquement dans tous les départements, il y a au moins une communauté, voire deux, comme en Moselle, il y en a une autre à Forbach. Donc on trouve, il suffit de taper Emmaüs et le nom de son département et automatiquement on tombe dessus et puis voilà. C'est pas compliqué du tout. Mais alors après, ça veut pas dire que la communauté aura besoin d'un bénévole parce que ici on a à peu près sur Peltre une 60aine de bénévoles. Sur Thionville on en a une trentaine. Oui. Donc il y a des moments, c'est le cas en ce moment où on répond non, on n'a pas besoin. Il s'agit pas de dire oui à un bénévole et puis qu'il arrive là et qu'il ait le sentiment de ne servir à rien. Ça c'est pas le but non plus. Donc il y a des moments où on n'a pas besoin, des moments où on a besoin de bénévoles. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je reviens maintenant à toi, parce que à ton parcours. Moi, cet épisode n'est pas filmé, puisque forcément on est sur un podcast, mais j'étais en face de moi. Tu m'as dit tout à l'heure 76 ans, j'avais les yeux écarquillés. Comment tu puisses pour avoir cette énergie, cette vitalité, parce que, franchement, tu fais bien 15-20 ans de moins. Donc, ça, c'est gentil. Non, franchement. Où je puise la vitalité. Mais je crois que c'est, en fait, l'activité bénévole qui me donne la vitalité. Parce que si j'avais pas cet engagement. Parce que tu fais du sport. Alors là, tu nous parlais tout à l'heure de tes randonnées, mais tu fais du sport. Oui, je fais un peu de vélo. Mais je suis pas non plus un marathonien. Je fais un peu de vélo. Mais je veux dire, si je n'avais pas cet engagement, tant dans l'APF, Association des paralysés de France, qui s'appelle APF France Handicap, pour être précis, tant dans l'APF que dans Emmaüs, qu'est-ce que je ferais le matin? D'abord, le matin, je ferais la grasse matinée, puis je passerais 2 heures à lire mon journal, et puis il serait midi, et ça serait quoi, ça, comme vie? Quel serait mon projet de vie? Il y aurait rien du tout. Et puis je pense que je dépérirais très rapidement. Voilà. Alors que là, vu l'engagement que j'ai, je bosse pratiquement comme quand j'étais actif, c'est pareil. J'ai des horaires, je me lève le matin, j'ai une réunion, j'ai ceci, j'ai cela. Bon, j'ai l'impression d'être toujours en période d'activité. Donc ça maintient en forme. Franchement, ça maintient en forme, tant physiquement qu'intellectuellement. Voilà. Les contacts humains, les réunions, les rencontres, les dossiers qu'on traite, etc. Tout ça, ça force
à rester dans le coup. Et le jour où on arrête tout ça, ça devient tristouné, quoi. Je dis, j'ai toujours pensé à ma retraite, je le disais tout à l'heure, j'avais toujours dit, ça faisait au moins 15 ans avant d'être en retraite, je disais, quand je serai en retraite, je consacrerai mon temps à de l'humanitaire ou du caritatif. Donc ça, c'était ta vision déjà très tôt, très rapidement. Très tôt, oui. Parce que j'ai toujours été sensible à cet aspect-là. Et donc, j'ai accompli ce que je voulais, et franchement, j'en suis ravi, quoi. Comme j'étais ravi d'exercer mon métier aussi, j'étais de ces instits qui ont aimé leur métier jusqu'au dernier jour. Je suis pas parti en retraite en disant ouf, je suis parti avec une classe unique, c'était déjà... alors j'ai eu une classe unique pendant 20 ans. Et après, la classe a fermé faute d'élèves. Le village était tellement petit, j'avais plus d'élèves. Enfin, j'ai terminé avec 5 élèves la dernière année, donc c'était assez folklorique. Mais je suis ensuite venu à Metz, et là, je suis devenu directeur d'école. Alors là, encore une fois, directeur d'école, paf, ça y est, c'était reparti, ça m'a redonné un boost incroyable, lancer des nouveaux projets dans l'école, etc. C'était magnifique. Et j'étais dans le coup jusqu'au dernier jour de ma retraite, et j'ai tourné la page, mais j'ai pas dit ouf, j'ai dit, il faut bien que ça s'arrête un jour, et ça va me permettre de faire autre chose. Alors j'ai tourné la page, mais jusqu'au dernier jour, j'allais à l'école avec une joie réelle. Arrivé devant mes élèves le matin, il y avait toujours, quand j'entrais dans la classe, les élèves étaient là, j'arrivais, j'ai regardé, il y avait un petit temps de silence, bonjour, puis ils me répondaient bonjour maître. Rien que ça me fout la chair de poule, rien que de le dire. Et bien ça a été toute ma vie. Et voir ces frimousses d'enfants là qui sont là et qui disent maître, on est content d'être avec toi parce qu'on va faire quelque chose ensemble. C'est ce sentiment là que j'avais. Je dis purée, c'est quand même magnifique ça. Ouais. D'avoir transmis quelque chose. En fait, la transmission est importante. En fait. Et puis retrouver maintenant, 20 ans après, retrouver des anciens élèves. Tiens, j'en ai retrouvé une dans mon association de Joëlette là, de randonnée. Un jour, là une maman qui arrive avec son fils handicapé en fauteuil roulant. Ouais. Puis je la regarde, je dis, mais on se connaît? Elle me dit, oui, vous étiez mon maître à l'école. Oui, elle était devenue maman, elle avait eu un fils handicapé, elle venait frapper à la porte de l'APF, et paf, elle s'est retrouvée dans mon groupe, et elle est dans le groupe des Joëlettes maintenant. Et puis elle est très engagée là-dedans. C'est magnifique. Belle histoire. Magnifique. Alors, donc ton énergie, tu nous as expliqué, en fait c'est ton cap, c'est ta vision des choses, ta volonté d'être avec l'humain, parce que c'est la thématique de ces émissions, et on a bien vu tout ton parcours, il est empreint de collectivisme, aussi bien chez les scouts que en tant qu'instit, avec les groupes d'élèves, puis j'imagine les parents d'élèves, et puis les projets en tant que directeur, et puis après le bénévolat à l'APF, ici à Emmaüs, maintenant tu es président. Et comment est-ce que tu gères le stress et la pression? Parce que indiscutablement, là je sais qu'il doit y en avoir, ici je vois l'importance de l'endroit où on est, et en tant que président, je sais que c'est souvent vers le président qu'on se retourne. Comment ça fonctionne? Comment tu gères tout ça? Écoute, je le gère dans le dialogue. En fait, j'ai pour principe d'essayer de toujours dialoguer au maximum et de gérer les conflits quand il peut y en avoir, en discutant, en se mettant autour d'une table, en voyant ce qu'on peut faire, etc. Et en laissant rien en conflit larvé. C'est-à-dire que dès qu'on sent que quelque chose ne va pas bien, hop, tout de suite on se met autour de la table. Et par chance, je dois reconnaître que ça marche pas trop mal quand même. Bon, je dis pas que c'est toujours tout rose, forcément dans une grosse association, il y a forcément toujours des tiraillements, ça arrive, mais je dois dire quand même que là, pour l'instant, c'est vraiment très bien. Alors après, on a aussi la chance d'être entouré, je suis entouré de salariés, comme je disais, des salariés permanents sur lesquels on s'appuie énormément. On a ici un directeur adjoint, on a vu l'ampleur de la structure, une comptable, une assistante sociale, des encadrants techniques, un cuisinier professionnel, etc. Enfin, 11 salariés, un responsable de magasin pour Thionville. Bon, ce sont des gens avec qui il y a un climat de confiance qui s'est établi, avec lesquels on travaille vraiment bien. Donc, c'est des gens en qui j'ai toute confiance et donc ça facilite quand même beaucoup les choses. Et quand on n'est pas d'accord, on se le dit
Et on se le dit de façon constructive. Et puis ensuite, on passe à autre chose. Je veux dire, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de conflit sournois comme ça qui pourrait pourrir la vie. Mais bon, ceci dit, il m'arrive quand même de mal dormir certaines nuits, faut reconnaître, quand il y a des choses qui me tracassent, etc. Mais je dis en même temps, ça fait partie aussi de... Voilà, le jour où il n'y a plus tout ça, mais qu'est-ce qu'on est, quoi? Qu'est-ce qu'on est? On est juste bon à se foutre dans son canapé, regarder sa télé. Ça, pour moi, c'est pas une vie. Ça me fait peur, ça. Dès que je suis 2 heures dans mon canapé, je culpabilise. C'est vrai. C'est quand même dingue, ça. C'est parce que j'ai toujours eu l'habitude d'être actif. Voilà. Entre tes 2 associations, là, tu dois avoir effectivement un peu d'activité. Ouais, pas trop le temps de s'ennuyer. Quoi. Non, pas le temps de s'ennuyer. Mais c'est tellement riche, quoi. Humainement, c'est tellement riche. Et du côté de l'APF, c'est le monde du handicap avec tout ce que ça comporte comme difficulté, mais tout ce que ça comporte comme force, comme la résilience de certaines personnes, c'est admirable. D'ailleurs, il y a une personne à laquelle je pense qui aurait tout à fait sa place à la... On en parlera peut-être plus tard. Mais vraiment, c'est une personne qui est en situation de handicap. On en parlera plus tard. Avec plaisir, bien sûr. Voilà, mais cette force que dégagent certaines personnes en situation de handicap, je t'assure que ça te booste. Quand on fait des sorties du dimanche... Ça nous permet de relativiser par rapport à nos petits problèmes de vie. Tout à fait. Sûr, Tout à fait. Et quand on revient d'une balade, d'un dimanche, où on a vécu toute une journée ensemble, où on a trimé d'abord sur les chemins de randonnée, où c'était un peu dur, puis après on a mangé ensemble, après on a fait une visite, on a visité quelque chose, et puis après on termine par un goûter tous ensemble, et puis qu'on rentre chez soi après ça, mais on se dit, purée, mais qu'est-ce que j'ai vécu comme émotion, comme moment de chaleur humaine, hein. Et puis on est vraiment boosté là, on se dit, mais je sers à quelque chose, j'ai apporté du bonheur et j'en ai reçu tout autant. Ça a du sens. Purée, alors là, c'est magnifique. C'est magnifique, voilà. Et ça maintient en forme, je peux te le dire. Alors, tu me parlais un petit peu. Alors, revenons un tout petit peu en arrière. Tu identifies finalement, avec ton début dans le scoutisme, ton envie de t'engager, ou il y a eu des rencontres un peu. Alors, bien sûr, il y a ton neveu, tu en as parlé tout à l'heure, ton épouse qui t'a amené ici, mais est-ce que en amont, ta volonté qui était déjà réelle, finalement, tu dis, il y a peut-être une 40aine d'années en arrière, maintenant presque, tu identifies, comment tu identifies cette volonté? Est-ce que tu as un cheminement, tu dis, c'est le scoutisme qui t'a amené à ça naturellement, ou où il y a eu d'autres rencontres ou d'autres choses qui t'ont... Non, moi je dis clairement d'abord je dis clairement merci à mes parents qui ont eu cette bonne idée de me faire rentrer dans le mouvement scout. Et après je dis merci au mouvement scout d'avoir fait de moi ce que je suis, donc mes parents et le mouvement scout. Ça, c'est clair que pour moi, c'est l'origine de tout. Ça, c'est clair. J'ai découvert dans le mouvement scout les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, etc. Et ça m'a profondément marqué. Et ça m'a marqué pour la vie, clairement. Là, ça, c'est absolument certain. Et ensuite, je me suis découvert des compétences de leader, d'animateur, etc. Ce qui fait que... Tu l'as toujours eu? Parce que tu dis que tu as été cisaigné rapidement. Tu l'expliquais bien. C'est le responsable d'une petite troupe de 6. Donc voilà. Voilà, oui. Puis après, j'étais chef de patrouille. Puis après, chef de la troupe. Puis j'ai encore fait l'impasse sur mon service militaire. Le service militaire, c'est pareil. J'ai voulu le mettre à profit pour... À l'époque, c'était 16 mois d'obligation de service. Je me suis dit, je vais pas... croupir 16 mois dans une caserne à rien faire de spécial, autant profiter pour faire quelque chose d'intéressant. Donc j'ai fait l'école d'officier pendant mon temps légal, et les premiers, si on sortait en tête de l'école tu pouvais choisir ton affectation. Et puis on pouvait devenir officier pendant le temps d'active. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc j'ai fait... Avec le grade de sous-lieutenant. Enfin, l'aspirant et sous-lieutenant. J'étais sous-lieutenant. Donc, ce qui m'a permis aussi de vivre cette expérience de chef dans le cadre militaire, alors que je suis pas militariste pour dessous, mais ça m'a permis de vivre cette expérience. Et en plein mai 68, en plus, j'étais dans la cour de mon régiment à Verdun, un régiment de transmission. On était prêt
La colonne de véhicules était prête pour partir à Paris pour donner un coup de main sur les transmissions dans le cadre des manifestations de mai 68. Donc, quel dilemme c'était, ça aussi. Bien sûr, j'imagine. Mais voilà. Donc, c'est quand même dans la continuité. C'est toujours en une situation de responsabilité. Voilà. Et ça, c'est un petit peu dans mes gènes, mais je crois que c'est vraiment l'origine, c'est le mouvement scout et mes parents. Parce que mon père était lui-même très engagé également en situation de responsable. Donc voilà, donc je pense que là, il y a plus personnellement, la foi t'a aidé dans la vie. Est-ce que ta pratique religieuse ou autre, c'est aussi quelque chose qui t'accompagne ou qui t'a accompagné par rapport à tes engagements? Absolument, ça m'a engagé. On va pas se le cacher, je suis chrétien, je suis pas pratiquant, je ne suis plus pratiquant, mais plus pratiquant par déception par rapport à l'Église institutionnelle. D'accord. Mais je reste quelqu'un qui a la foi en Dieu, mais et clairement ça aussi, ça a influé sur mes comportements, ça c'est certain. Certains. D'ailleurs, dans les premiers temps, oui, j'ai aussi passé lorsque je me suis marié. Après, je suis devenu animateur de préparation au mariage. Mais ça, c'était une activité confessionnelle, Bien sûr. Préparation au mariage. Après, j'étais animateur dans le Chrétien du monde rural, dans l'Action catholique des milieux indépendants. Voilà. Tu étais déjà très engagé dans. Donc là, c'était vraiment quelque chose qui était avec la foi qui était qui était présente. Après, je me suis détaché de l'institution Église parce que j'étais vraiment déçu par la façon dont ça se passait. Mais je suis resté. Je vais régulièrement dans les églises, participer à une cérémonie de temps en temps, mais pas régulièrement, quoi. Voilà. Mais dans le fond de moi-même, il y a toujours cette imprégnation. Oui, il y a quelque chose qui est là. Il y a cette imprégnation. Mais par contre, aussi, mes différentes activités, notamment Emmaüs, m'ont amené à avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Puisqu'ici, par exemple, chez Emmaüs, on a des musulmans, on a des athées, on a des chrétiens, on a toutes les religions. Et toutes les nationalités. Et toutes les nationalités, voilà. Et tout ça, tout ce monde-là vit ensemble, en communauté. Alors je dis pas que c'est le grand amour entre tout le monde, mais tout le monde vit ensemble, voilà, sans qu'on se tape dessus, tout le monde vit ensemble et tout le monde collabore. Comme quoi c'est possible. Un projet, c'est possible, absolument. Tout le monde collabore à un projet. C'est possible. Donc, et ça, c'est en fait la communauté, c'est comme une micro-société, quoi, qui montre que ensemble, on peut faire des choses magnifiques. On peut faire des choses magnifiques. Je suis convaincu, oui, bien sûr. Ah oui. Et alors, ce mouvement qui a cette dimension mondiale, en plus, là, on a décidé, par exemple, d'envoyer 2 personnes de notre communauté à l'Assemblée mondiale d'Emmaüs, qui aura lieu en Uruguay l'an prochain. Et ça va être un moment fabuleux, ça. C'est incroyable aussi, effectivement, quand on sait que finalement c'est un mouvement relativement récent. Comme quoi, si on reprend l'histoire de l'abbé Pierre, de son engagement, de ce qu'il a fait, et ce que c'est devenu maintenant un mouvement mondial, c'est assez extraordinaire, quoi, en fait. Tout à fait. Là, c'est un homme. Comme quoi, la volonté d'un homme, quelquefois, peut changer un peu la face du monde. Absolument. Mon Dieu, si seulement il était encore là. Oui, bon. Parce que je peux te dire que sur les grands problèmes du moment, il aurait son mot à dire et il serait écouté. Et il serait écouté. Là, franchement, on a perdu. Si on avait encore Coluche, si on avait encore l'abbé Pierre, si on avait encore Sœur Emmanuel, si on avait encore Mère Teresa, voilà des gens qui ont marqué leur temps quand même. Bien sûr. Qui ont fait des grandes choses. Parce que oui, on parle de Coluche, mais bien sûr, Coluche a fait des choses extraordinaires. On le voit aujourd'hui avec les restos dont on parlait tout à l'heure. Absolument. Voilà. Et puis, l'abbé Pierre, il était capable de parler d'égal à égal avec les plus grands de ce monde. Et il l'a fait d'ailleurs. Il était député aussi, après à la Libération. Il était député, oui. Mais après, même quand il n'était plus député, il a rencontré tous les grands de ce monde. Et il ne mâchait pas ses mots. C'était du direct. Comme Sœur Emmanuel qui tutoyait tout le monde. Voilà, oui. Et il était entendu, il était franchement. Et encore actuellement, il n'y a plus l'aura de l'abbé Pierre à ce point-là, il n'est plus là, malheureusement. Mais Emmaüs s'est quand même encore influé sur les grandes décisions politiques. Faut
signaler, par exemple, que dans la loi Asile-Immigration, il y a un amendement qui s'appelle l'amendement Emmaüs, et qui a été déposé par le mouvement pour faire valoir la durée de présence d'un compagnon au sein d'une communauté comme un élément permettant de le régulariser plus facilement. Je parle des compagnons sans papier, par exemple. 3 ans de présence dans une communauté Emmaüs, dans la mesure où le compagnon s'est bien intégré, a fait tout ce qu'il fallait, voilà, travaille, il contribue à un projet de société, etc. Et donc, ça facilite sa régularisation, et c'est le cas. Ça marche. Et cet amendement, il a été déposé par le mouvement Emmaüs, et il a été entendu au plus haut niveau, quand même. Voilà. Et Emmaüs est toujours très présent, à une vraie parole politique, et ça, c'est important, quand même. C'est important. Intéressant. Merci beaucoup, Jean-Marie. On va arriver au terme de cette émission. Merci d'abord de ton accueil. Et j'ai 2 questions, et je sais que tu as déjà la réponse à la première. Mais commençons par la première. Qui me recommanderais-tu d'inviter à ce micro ? Voilà, j'ai pensé tout de suite. J'ai pensé à une personne en situation de handicap, et j'en connais une en particulier. Certains, malheureusement, ne peuvent pas s'exprimer parce que leur handicap fait que l'expression orale est difficile. D'autres n'aiment pas s'exprimer, mais j'en ai un qui sait s'exprimer et qui a une vie, à mon avis, remarquable. Donc c'est à lui que j'ai pensé. Il s'appelle Damien Meyer. D'accord, Damien Meyer. Il était dans nos locaux ici d'Emmaüs il n'y a pas si longtemps, parce qu'il a fait une formation d'accompagnateur socio-professionnel, et il est venu en stage ici avec notre accompagnateur socio-professionnel. D'accord. Eh bien, écoute, avec plaisir pour accueillir Damien qui nous parlera de lui et comment il vit son handicap et qu'est-ce qu'il met en œuvre, bien sûr. Tout à fait. Et une autre question, est-ce que si tu avais un livre à nous recommander, lequel serait-il ? S'il y en avait un à lire. Alors, je suis pas un grand lecteur, donc t'as déjà pas beaucoup de temps. Oui, c'est ça. Et puis ça a jamais été ma passion. Mais par contre, ou un livre qui t'a marqué, oui. Oui, comme j'ai beaucoup parlé de l'abbé Pierre, je crois que je recommanderais de lire un des nombreux livres qui sont édités sur l'abbé Pierre. Alors là, il y a l'embarras du choix. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Je les ai pas tous lus, loin de là. Mais puisons dans la littérature de l'abbé Pierre. Découvrez, j'invite les auditeurs à découvrir cet homme un peu plus profondément. Donc soit une biographie qui a été rédigée sur l'abbé, et donc qui parle de son histoire. Moi, je me souviens d'un que j'avais pu lire qui était l'abbé Pierre, l'insurgé de Dieu. Il y avait quelque chose comme ça. Et puis, ou un livre de l'abbé aussi. Il a écrit d'ailleurs. Je ne sais pas s'il a écrit. Il a écrit quelques ouvrages. Oui, si. Il a écrit lui-même, mais la plupart du temps, c'est écrit par d'autres. Voilà. Oui. D'accord. Oui. Et il y a eu également, alors je ne sais pas si tu connais le magazine Court-Circuit, qui s'est créé il n'y a pas très longtemps sur Metz, là. Et c'est un magazine magnifique. Qu'on trouve facilement sur Internet ou des choses comme ça. Qu'on trouve dans les librairies. Dans les librairies. Il est vendu en librairie. Court-Circuit, un magazine qui est d'abord très bien fait techniquement, magnifique, de très belles photos, un très beau papier, enfin un beau magazine. Et bien dans le numéro 2, qui est sorti il y a un mois ou deux là, il y a un magnifique reportage sur la communauté Emmaüs, ici, avec des photos qui sont des vraies photos d'art, de compagnons. Et pour chacun, il y a un texte qui est rédigé de façon merveilleuse, et puis un préambule aussi qui est vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Alors voilà, Court-Circuit, ça peut être aussi un coup de pouce qu'on donne au créateur du magazine. Et puis toute la littérature sur l'abbé Pierre. D'accord. Merci infiniment, Jean-Marie. Tu as le mot de la fin. Je veux dire que c'était... Tu t'avais pas prévenu. Non, tu m'as pas prévenu, mais merci à toi, parce que c'était un plaisir. Et j'aime tellement parler de mes passions que là, tu m'en as donné l'occasion. C'est pas toujours que j'ai quelqu'un qui m'écoute aussi longtemps parler de mes passions. Écoute, merci à toi de ton accueil chaleureux. J'étais très impressionné, encore une fois, de faire ta rencontre et de voir ton dynamisme. Il m'a dit au début, j'ai 76 ans. Franchement, content de voir, on a beaucoup de mal à l'imaginer. Bonne continuation, et puis à très bientôt de te revoir, et merci encore une fois de l'accueil. Merci. Au revoir, Jean-Marie. Au revoir.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, stick it up,